la voix du dialogue, l'oreille de la paix, femme de conviction, grande figure du service public. Elle est également militante de la Révolution d'août 83. Aujourd'hui, Madame, Messieurs, nous recevons pour vous Madame Alimata Deborah Traoré. Bonjour Madame Traoré. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Oui. Madame Traoré, nous allons surtout parler de votre rôle dans la Révolution d'août 83. Mais avant, si vous deviez vous présenter à ceux qui ne vous connaissent pas le plus simplement possible, que diriez-vous? Alors, merci pour votre interview. Moi, je me nomme Traoré. Je suis l'épouse d'un Traoré. Je suis née Diallo et mes prénoms successifs Alimata Deborah Marie Sidoni. Je suis rentrée à l'école primaire en 1959 et j'étais avec ma sœur qui était en service avec son époux à Comisserie dans la province du Bazega. Ils ont séjourné longtemps. Je suis venue les rejoindre et ensemble, nous sommes partis à Coupéla. À Coupéla en 1963. Et là-bas, j'ai fait le CE2, le CM1. Et de là-bas, avec ma sœur qui partait pour une formation à Bobo, je l'ai suivie et j'ai fait le CM2 à Bobo, où j'ai obtenu mon certificat et l'entrée en 6e à Bobo. Et j'ai été inscrite au lycée Philippe Zenda, Kaboré, en 1965. Après vos études, vous avez décidé de vous engager surtout au service de l'État. Comment s'est construit votre engagement au service de l'État? Bon, cet engagement part du simple fait que quand vous êtes quand vous êtes au collège et que vous êtes en train de vous préparer pour le bac et aller à l'université, on vous demandait un engagement décennal. Et je fais partie de ce gros contingent qui s'est engagé à servir l'État au moins 10 ans avant de penser à toute autre chose. Donc, cet engagement au service de l'État burkinabé, de l'État voltaïque, puis burkinabé plus tard, part de cela. C'est-à-dire que déjà dans ma tête, je devais servir mon État une fois que j'aurais fini mes études universitaires. Et les études universitaires, je suis allée en France en 1973. Oui, en 1973, l'année scolaire 73-74. Là-bas, j'ai fait les études de droit jusqu'à la maîtrise. Et de la maîtrise, j'ai fait un DSS en transport tout monde. D'abord à l'école supérieure de transport de Paris, dans le 8e. Et j'ai fait un autre DSS à Mulhouse, à l'Institut international de transport. Et c'est après ça que je suis rentrée pour servir mon pays à la direction de l'aviation civile en 1982. D'accord. Et de 2011 à 2017, vous avez été médiateur du FASO. Et quelles ont été les principales responsabilités que vous avez assumées au cours de votre mandat? Bon, c'est la première responsabilité, c'est la responsabilité de médiateur, de premier responsable de l'institution, qui est le médiateur du FASO. Et cette responsabilité, je l'ai pas assumée toute seule.
Mon rôle était surtout de coordonner tous les services qui étaient rattachés à cette institution. Donc, il y avait les études des dossiers, puisque vous savez que le médiateur, sa fonction principale, c'est de faciliter les relations entre l'administration et l'usager du service public. Et donc, tout ce qui pouvait naître de cette relation en termes de litige, si le médiateur est saisi, il y a des agents qui étaient commis à ce travail, à savoir prendre toutes les informations auprès de l'État comme auprès de l'usager pour la médiation. Et notre souhait, notre objectif au départ, c'est d'éviter tout procès entre l'État et l'administration, entre l'État plutôt et l'usager du service public, parce que nous estimons que c'est des acteurs qui ont besoin l'un de l'autre, mais il faut toujours préserver les intérêts des uns et des autres. Donc, surtout que vous savez que l'État est une machine et l'individu face à cette machine n'a pas tout le temps ses capacités d'y faire face. Donc, s'il y a le médiateur du FASO, on peut l'aider et c'est ce que nous avons fait, aider les usagers du service public à défendre, à obtenir un gain de cause lorsqu'il y a un litige. Et les litiges, il y avait de toutes sortes. Vous pouvez prendre le fonctionnaire, vous pouvez avoir des problèmes de positionnement dans l'administration, il estime qu'il est lésé, il peut avoir des problèmes d'indemnité non payées. Bon, concernant la carrière d'un fonctionnaire, il peut avoir beaucoup de problèmes. Et si ce fonctionnaire se retourne vers le médiateur, c'est avec, je dirais, avec responsabilité que nous l'accompagnons pour qu'il trouve gain de cause auprès de l'État. En tant que femme, quelle a été votre collaboration avec vos collaborateurs, surtout hommes? Surtout, on sait que les hommes, avec une femme en tête, c'est pas souvent facile. Quelle a été votre collaboration? Bon, moi, j'ai pas eu de problème avec les hommes. Parce que déjà, je pars du simple fait que les hommes comme les femmes dans l'institution avaient les mêmes droits. Et si chacun a sa responsabilité dans le service, c'est ce que moi je regarde. Je ne regarde pas au sexe. Je regarde à la responsabilité, je regarde à la compétence et je regarde surtout au résultat. Et donc, dès l'instant où, dans ce travail de coordination, je respecte l'agent qui est en face de moi, parce que c'est un humain, c'est un comme moi-même, je lui donne une certaine liberté pour me faire des propositions, parce que j'estime qu'il faut savoir édifier un collaborateur comme on peut édifier un enfant, comme on peut même s'édifier. Vous voyez? Donc, je n'ai pas eu de problème, sincèrement, avec mes collaborateurs, autant qu'ils soient hommes comme femmes. D'accord. Madame Traoré, est-ce que vous pensez que la femme peut être l'égale à l'homme? La femme, moi, j'aime dire, la femme et l'homme se complètent. Pour moi, c'est des rapports de complémentarité. Si on veut rester au niveau de tu es homme et je suis femme, je suis ton égal, bon, pour moi, dans la vie concrète, dans la vie de tous les jours, ce que moi je perçois, c'est ce que la femme peut apporter à l'homme et vice-versa. Et donc, pour moi, c'est des rapports de complémentarité. Parce que l'égalité mécanique, pour moi, n'existe pas. C'est se compléter pour harmoniser les choses, pour gérer un ménage, un foyer, pour gérer les enfants,
complémentaire par exemple, dans l'institution au niveau du médiateur du FASO, ben, il y avait des femmes qui étaient des supérieurs, quand je dis des responsables, qui étaient au-dessus de certains hommes. Mais ça marchait parce que la considération n'est pas de je prends la place d'un homme pour te montrer que tu es inférieur ou supérieur. Non, je ne pense pas. Donc pour moi, je reste convaincue que la notion de complémentarité peut nous permettre de nous comprendre et, je dirais, de regarder dans la même direction. Oui, parce que c'est important que la femme ait ses droits. Avoir ses droits, c'est pas forcément en revendiquant l'égalité, non, c'est pas mécanique. C'est pas mécanique. C'est la complémentarité, comme je l'ai dit, qui permet de savoir que nous avons, nous les femmes, des droits spécifiques, en dehors des droits universels de l'homme, le grand H. Mais en dehors de ça, nous avons des droits spécifiques que nous devons acquérir. Vous voyez? Et donc, en cela, nous devons nous battre pour arracher. Et c'est ma conviction depuis, même quand j'étais responsable des femmes sous la Révolution. Et ne pensez-vous pas que la lutte pour l'émancipation des femmes, surtout dans notre société, n'est pas un vain mot? Non. Oui. Pourquoi vous dites ça? Non. Là où vous êtes émancipé. La preuve est que vous êtes avec des hommes et vous travaillez, vous collaborez ensemble. Vous n'êtes pas dans le confin d'une maison où votre rôle c'est de préparer, de faire les enfants. Vous avez votre ambition de réussir dans Fadima Web TV, n'est-ce pas? Et donc, c'est pour dire que l'émancipation n'est pas un vain mot. Parce que d'abord, dans l'émancipation, je vois d'abord l'épanouissement de la personne. Et quand vous êtes épanoui, surtout lorsque cet épanouissement vient de connaissances acquises à l'école, dans le primaire, dans le secondaire, à l'université, et que vous avez un emploi, c'est autant d'éléments qui permettent à une femme de s'émanciper. Mais l'émancipation, je la comprends pas dans le sens par rapport à l'homme, c'est-à-dire on s'émancipe par rapport... Non. Il y a des valeurs intrinsèques que vous recherchez depuis que vous êtes à l'école, que vous évoluez en termes d'acquisition de connaissances et plus tard de responsabilités que vous assumez dans des services, que vous évoluez, etc. Ce sont ces éléments pour moi qui peuvent me permettre de dire « Gloria, vous êtes émancipée, vous n'êtes pas soumise ». Soumise, c'est toujours être soumise à l'homme, mais la Bible dit que la femme doit être soumise à l'homme, mais ça aussi, ça a un contenu. C'est dans le sens du respect, de la considération, de l'amour que nous devons avoir envers notre conjoint, envers notre Église aussi. Pour moi, ce n'est pas la soumission dont on parle lorsque on dit la femme doit être soumise à l'homme. Bon, je n'ai pas une conception négative, une vision négative de cela, mais selon les contextes, on peut expliquer. Moi, je respecte mon mari, il me respecte, je le considère, il me considère, et nous avons eu des enfants ensemble, nous avons des engagements pour les accompagner, etc. Bon, si vous ne tenez pas compte de l'autre, vous ne pouvez pas avancer ensemble. Est-ce que vous comprenez?
Et donc pour moi, dès l'instant où je tiens compte de ses intérêts, de sa présence, de son rôle dans le ménage, ben, je dois me soumettre à ces éléments-là pour que nous puissions avancer ensemble. Mais moi, je n'ai pas eu de problème à ce niveau-là en ce qui concerne mes relations avec mon époux. J'ai assumé de grandes responsabilités. J'ai été responsable des femmes au niveau de la Révolution. J'ai été médiateur. J'ai assumé des responsabilités au sein de l'aviation civile. Mais ça ne m'a pas empêché de jouer mon rôle d'épouse et de mère en prenant en compte les intérêts des uns et des autres. Je ne tape pas ma poitrine pour dire je suis médiateur du Faso, donc ce que je veux, c'est ce que mon mari doit faire. Non, au contraire. Je suis toujours à son écoute pour savoir ce qu'il souhaite, ce qu'il aime. Et c'est comme ça que nous avons vécu ensemble jusque-là, dans le respect, dans la considération. Donc pour moi, l'émancipation n'est pas un vain mot. Ça se sent, ça se vit. Il faut, en termes de valeurs au niveau de notre pays, c'est arriver à mobiliser, à entraîner la majorité des femmes afin qu'elles s'émancipent et qu'elles se prendre en charge déjà, c'est un élément d'émancipation. Mais quand vous êtes là, vous devez toujours tendre la main à l'homme. Vous ne pouvez pas avancer. Ça sera selon son bon vouloir. Mais si vous avez de quoi apporter comme contribution à la gestion de la famille, à l'éducation des enfants, etc., vous voyez que c'est un élément fondamental de l'émancipation de la femme, c'est-à-dire son autonomisation. Quand elle ne peut pas apporter quelque chose, quand ses connaissances ne lui permettent pas de faire autre chose, ou son intelligence, je ne sais pas, vous voyez que l'émancipation s'éloigne beaucoup plus d'elle que si c'est une autre femme qui prend conscience que, par exemple, le foyer est entretenu par deux personnes adultes, par deux personnes qui s'aiment, qui regardent dans la même direction et qui veulent accompagner aussi leur progéniture. Donc, moi, c'est comme ça que je vois et je comprends l'émancipation. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez à dire à ces hommes-là qui pensent qu'une femme émancipée est une source de problème pour la famille, qui préfèrent des femmes qui sont destinées à être à la maison pour la cuisine, des femmes de cuisine? Bon, d'abord, la cuisine, le rôle dans le foyer en tant que femme au foyer, là, c'est parce que ce n'est pas comptabilisé sur le plan national. Sinon, vous savez que c'est une lourde responsabilité que de gérer une famille. Et dans la gestion de la famille, vous pouvez avoir plusieurs compartiments. Vous vous levez le matin, vous devez penser au petit déjeuner. Vous vous levez le matin, vous devez penser à l'école des enfants, comment ils doivent y aller. Vous vous levez le matin, il y a le ménage de la maison, etc., etc. C'est pour vous dire que même à ce niveau, les hommes ne devraient pas voir ça comme de basse besogne. C'est important. Une maison sans une femme, ça se ressent. Vous savez, ça se ressent. Quand vous êtes un vieux célibataire, vous n'avez pas de femme, bon, vous-même, vous allez comprendre le rôle et l'importance de la femme. Ça, c'est un. Deuxièmement, ces hommes qui ne veulent pas que les femmes aillent travailler, s'émanciper, je pense qu'ils sont de plus en plus rares. Hein, parce que beaucoup d'hommes comprennent, comme on le dit, qu'une seule main ne ramasse pas la farine. Il faut deux mains pour que ça soit. Parce que les temps sont tellement durs que ce serait vraiment exténuant pour l'homme seul
de ramener tout à la maison. Et je ne sais pas sur quel nuage ces hommes sont, mais en tout cas, de plus en plus, ils sont rares. Et moi, je ne les envie pas. Et je pense que aujourd'hui, plus que jamais, les hommes ont besoin de femmes émancipées, de femmes pourvoyeuses de revenus, des femmes génératrices de revenus, des femmes qui travaillent, qui assument des responsabilités, qui honorent. Moi, vous parlez bien quand vous me dites Madame Traoré, vous n'avez pas dit Madame Diallo, hein? Donc c'est mon mari d'abord qui est honoré, c'est sa famille qui est honorée parce que je porte ce nom de famille et je pense que tout homme lucide, je dis bien lucide, tout homme ayant un esprit de discernement ne doit pas aller à l'encontre d'une femme qui a de quoi apporter à la maison, dans le travail, qui assume des responsabilités dehors. Il faut faire la confiance, il faut faire confiance à son partenaire. Il faut l'encourager, il faut l'accompagner. Vous voyez? Et c'est ça que moi je peux demander aux hommes. Accompagnez vos épouses, quel que soit leur niveau de responsabilité. Elles auront toujours besoin de votre soutien, de votre amour et surtout, ayez confiance. La confiance est un élément fondamental aussi dans le travail, dans le couple, même au niveau des services. Si votre patron ne vous fait pas confiance, il ne vous mettra pas au poste que vous méritez. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est à nous les femmes aussi de montrer de quoi nous sommes capables. Parce que beaucoup de femmes n'osent pas. Vous voyez, elles n'osent pas parce que l'éducation a été telle que elles se disent toujours « Oh, je ne réussirai pas ». Moi qui vous parle, moi-même j'ai eu ces sentiments au début. Mais à force d'accepter et de me laisser convaincre que je peux réussir, bon, j'ai fini par accepter et quitter comment on appelle ça, ce sentiment de peur, ce sentiment de je ne pourrais pas. Il faut avoir une certaine estime de soi. Voilà, c'est important. Et ça, je m'adresse aux jeunes filles. Il faut que vous ayez une certaine estime de vous-même afin de pouvoir accepter. Parce que les hommes peuvent voir en vous des qualités. Mais si vous-même, vous n'êtes pas consciente que vous avez ces qualités et que vous pouvez réussir dans la responsabilité qu'ils veulent vous confier, vous n'allez pas avancer. Vous voyez? Et aujourd'hui, le monde, c'est un monde de compétition, c'est un monde d'excellence. Et donc, moi, j'encourage mes filles à aller toujours de l'avant. Il faut oser. Au niveau de la révolution, on disait oser lutter, oser vaincre. Donc, il faut oser. Il faut oser avancer. Il faut oser acquérir des connaissances. Il faut oser accepter des responsabilités et prouver à la face du monde que vous êtes un individu, une citoyenne à part entière qui peut aussi apporter sa contribution dans le développement de son pays. D'accord. Madame, monsieur, comme vous l'avez tantôt écouté, surtout je m'adresse plutôt à nous les jeunes filles, il faut oser, comme l'a dit Madame Traoré, il faut se surpasser, il faut affronter nos peurs et surtout avoir confiance en nous. Et c'est sur ces mots que nous mettons fin à cette première partie de notre émission avec Madame Halima Deborah Marie-Sidonie Traoré. On se donne rendez-vous le samedi prochain pour la suite de votre émission Ils ont marqué l'histoire. Merci et à très bientôt.